La peste écarlate, chapitre 2. Au temps où San Francisco comptait 4 millions d'hommes. Le bonhomme parut flatté de la demande. Il éclaircit sa gorge en toussant et commença. Il y a seulement 20 ou 30 ans, on me demandait souvent de conter mon histoire. Aujourd'hui, la jeunesse se désintéresse de plus en plus du passé. Tâche seulement, observa Bec de Lièvre, de parler clairement, si tu veux que nous te comprenions. Pas de phrases compliquées et de mots savants. Edwin poussa du coude Bec de Lièvre. Voyons, tais-toi, dit-il, sinon grand-père va se fâcher. Il ne parlera pas et nous ne saurons rien. Ce n'est pas de sa faute s'il s'exprime mal. Le vieux, en effet, était déjà prêt à s'irriter et entreprendre un grand discours tant sur le manque de respect des enfants actuels que sur le triste sort de l'humanité, retournée à la barbarie des premiers âges du monde. « Vas-y, grand-père, insinua Hou-Hou, d'un ton conciliant. Le vieux se décida. En ce temps-là, dit-il, le monde était très peuplé. Rien qu'à San Francisco, on comptait 4 millions d'habitants. « 1 million, qu'est-ce que c'est » interrompit Edwin. Le vieux le regarda de côté et expliqua avec bonté. « Tu ne sais pas compter plus loin que 10, je ne l'ignore pas. Mais je vais te faire comprendre. Lève en l'air tes 2 mains. Sur les 2, tu as en tout 10 doigts. Bon, je ramasse maintenant ce grain de sable. Tends la main, Hou-Hou. » Il laissa tomber le grain de sable dans la paume de Hou-Hou et poursuivit. Ce grain de sable représente les 10 doigts d'Edwin. J'y ajoute un autre grain. Voilà 10 autres doigts en plus. Et j'ajoute encore un 3e, un 4e, un 5e grain, et ainsi de suite jusqu'à 10. Cela fait 10 fois 10 doigts d'Edwin. C'est ce que j'appelle une centaine. Tous 3, rappelez-vous bien ce mot, une centaine. Je prends maintenant ce petit caillou et je le mets dans la main de Bec de Lièvre. Il représente 10 grains de sable ou 10 dizaines de doigts, c'est-à-dire 100 doigts. Je mets 10 cailloux. Il représente 1000 doigts. Je continue et prends une coquille de moule qui représente 10 cailloux, c'est-à-dire 100 grains de sable ou 1000 doigts. Laborieusement, de la sorte, l'ancêtre, par répétition successive, réussit tant bien que mal à édifier dans l'esprit des jeunes garçons une conception approximative des nombres. À mesure que les chiffres montaient, il mettait dans les mains des enfants des objets différents qui les symbolisaient. Quand il en fut aux millions, il les figura par les dents arrachées au squelette. Puis, il multiplia les dents par des carapaces de crabe pour exprimer les milliards. Il s'arrêta là, car ses auditeurs donnaient manifestement des signes de fatigue. Il reprit. Il y avait donc 4 millions d'hommes à San Francisco, soit 4 dents. Le regard des jeunes garçons se porta des dents aux cailloux, puis des cailloux aux grains de sable et des grains de sable aux doigts levés d'Edwin. Après quoi, ils parcoururent en sens inverse la série ascendante des symboles en s'efforçant de concevoir les sommes inouïes qu'ils représentaient. 4 millions d'hommes, cela faisait un nombre considérable, hasarda enfin Edwin. Tu y es, mon enfant, approuva le vieux. Tu peux faire encore une autre comparaison avec les grains de sable de ce rivage. Suppose que chacun de ces grains était un homme, une femme ou un enfant. Voilà, ces 4 millions d'hommes vivaient à San Francisco, qui était une grande ville, sur cette même baie où nous sommes. Et les habitants s'étendaient au-delà de la ville, sur tout le contour de la baie et au bord de la mer et dans les terres, parmi plaines et collines. Cela faisait au total 7 millions d'habitants. 7 dents. De nouveau, les yeux des jeunes garçons coururent sur les dents, sur les cailloux, sur les grains de sable et sur les doigts levés. Le monde tout entier fourmillait d'hommes. Le grand recensement de l'an 2010 avait donné 8 milliards pour la population de l'univers. 8 milliards ou 8 coquilles de crabe. Ce temps ne ressemblait guère à celui où nous vivons. L'humanité était étonnamment experte à se procurer de la nourriture. Et plus elle avait à manger, plus elle croissait en nombre. Si bien que 8 milliards d'hommes vivaient sur la terre quand la mort écarlate commença ses ravages.
J'étais à ce moment un jeune homme. J'avais 27 ans. J'habitais Berkeley, qui est sur la baie de San Francisco, du côté qui fait face à la ville. Tu te souviens, Edwin, de ces grandes maisons de pierre que nous avons rencontrées un jour dans cette direction, par là? Voilà où j'habitais, dans une de ces maisons de pierre. J'étais professeur de littérature anglaise. Une forte partie de ce discours dépassait l'entendement des gamins, mais ils s'efforçaient de saisir de leur mieux, quoique obscurément, ce récit du passé. Qu'est-ce que tu faisais dans ces maisons? Questionna Bec de Lièvre. Ton père, tu t'en souviens, t'a appris un jour à nager. Bec de Lièvre fit un signe affirmatif. Eh bien, à l'université de Californie, c'est ainsi que s'appelaient ces maisons, on apprenait aux jeunes gens et aux jeunes filles toutes sortes de choses. On leur apprenait à penser et à s'instruire l'esprit, tout comme je viens de vous enseigner, à l'aide du sable, des cailloux, des dents et des coquilles, à calculer combien d'habitants vivaient alors sur la Terre. Il y avait beaucoup à enseigner. Les jeunes gens étaient appelés des étudiants. Il y avait de vastes salles où moi et les autres professeurs nous leur faisions la leçon. Je parlais à la fois à 40 ou 50 auditeurs, tout comme je vous parle aujourd'hui à vous trois. Je leur parlais des livres écrits par les hommes qui avaient vécu avant eux, parfois aussi de ceux écrits à cette époque même. Et c'est là tout ce que tu faisais? Interrogea Ouhou. Parler, parler, parler et rien d'autre. Qui donc chassait pour la viande? Qui tirait le lait des chèvres et qui pêchait le poisson? Bravo, Ouhou. La question que tu me poses est tout à fait sensée. Eh bien, la nourriture, comme je te l'ai déjà dit, était pourtant très abondante, car nous étions des hommes très sages. Quelques-uns s'occupaient spécialement de cette nourriture, et les autres, pendant ce temps, vaquaient à d'autres occupations. Moi, je parlais constamment, et en échange, on me donnait mon manger. Un manger copieux et délicat. Oh oui, délicat. Jamais depuis 60 ans je n'en ai goûté de semblable, et sûrement je n'en goûterai jamais plus. J'ai souvent songé que l'œuvre la plus magnifique de notre ancienne civilisation était cette abondance de nourriture, sa variété infinie et son raffinement incroyable. Oh, mes enfants, la vie, oui, valait alors la peine d'être vécue, quand nous avions de si bonnes choses à manger. Les gamins continuaient à écouter attentivement, et tout ce qu'ils ne comprenaient pas, ils le mettaient au compte du radotage sénile du vieillard. Nous appelions, en théorie, ceux qui produisaient la nourriture des hommes libres. Il n'en était rien, et leur liberté n'était qu'un mot. La classe dirigeante possédait la terre et les machines. C'est pour elle que peinaient les producteurs, et du fruit de leur travail, nous leur laissions juste assez pour qu'ils puissent travailler et produire toujours davantage. Quand j'ai été chercher de la nourriture dans la forêt, déclara Bec de Lièvre, si quelqu'un prétendait me l'enlever et se l'approprier, je le tuerais. Le vieux éclata de rire. Mais puisque la terre, la forêt, les machines, tout nous appartenait. À, à nous qui étions la classe dirigeante, comment le travailleur aurait-il pu refuser de produire pour nous? Il serait lui-même mort de faim. Voilà pourquoi il préférait besogner, assurer notre manger, nous faire nos vêtements et nous fournir 1001 coquilles de moule. Ouhou, 1000 délices et plaisantes satisfactions. Ha ha ha. Or donc en ce temps j'étais le professeur Smith. James Howard Smith. Mon cours était très fréquenté, ce qui veut dire que beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles aimaient à m'entendre parler des livres écrits par d'autres hommes. J'étais très heureux. Ma nourriture était excellente. J'avais les mains douces, car elles ne se livraient à aucun dur travail. Mon corps était propre et bien entretenu, et mes habits on ne peut plus souples et agréables à porter. Ici l'ancêtre laissa tomber sur sa peau de bique, toute galeuse, un regard de dégoût. Tels n'étaient point nos vêtements. Même nos travailleurs esclaves en portaient de meilleurs. Et nos soins corporels étaient grands. Nous nous lavions la figure et les mains plusieurs fois par jour. Hein, qu'en dites-vous, vous autres, qui ne vous lavez jamais, sinon quand vous tombez dans l'eau ou quand vous vous exercez à nager? Toi non plus, tu ne te laves jamais, riposta Ouhou. Je le sais bien. Je suis aujourd'hui un vieux dégoûtant. Mais les temps sont changés. Personne ne se lave maintenant. On n'en a plus les moyens. Voici 60 ans que je n'ai vu un morceau de savon.
Vous ne savez pas ce que c'est que du savon. Je ne perdrai pas mon temps à vous l'apprendre, puisque c'est l'histoire de la mort écarlate que je suis en train de vous raconter. Vous connaissez ce qu'est une maladie. Autrefois, on disait une infection. Il était admis que les maladies provenaient de germes malfaisants. J'ai dit germe. Retenez bien ce mot. Un germe est quelque chose de tout petit, de plus petit encore que les tiques qui s'accrochent au printemps aux poils des chiens et à leur chair, lorsqu'ils courent dans la forêt. Oui, un germe est beaucoup plus petit, si petit qu'on ne peut le voir. Ouhou s'esclaffa. Tu es drôle, grand-père, tu nous parles de choses que l'on ne peut pas voir. Mais alors comment sait-on qu'elles existent? Ça n'a pas de bon sens. Bien, très bien, Ouhou, excellente question que la tienne. Apprends donc que pour voir ces choses, et bien d'autres encore, nous possédions des instruments appelés microscopes. Microscopes. Entends-tu bien? Microscopes et ultramicroscopes. Grâce à ces instruments que nous approchions de nos yeux, les objets nous apparaissaient plus grands qu'ils ne sont en réalité, et nous percevions ainsi ceux mêmes dont nous ignorions l'existence. Les meilleurs de ces ultramicroscopes grossissaient un germe 40 000 fois. 40 000, c'est-à-dire 40 coquilles de moule, qui représentent elles-mêmes 1000 doigts. Puis, à l'aide d'un second instrument que nous appelions le cinématographe, oui, cinématographe, ces germes, déjà grossis 40 000 fois, nous apparaissaient grandis des milliers et des milliers de fois encore. Prenez un grain de sable, mes enfants. Partagez-le en 10. Puis prenez un de ces 10 morceaux et brisez-le encore en 10. Puis un de ces 10, partagez de rechef en 10. Puis de ces 10, en 10 toujours. Continuez ainsi toute la journée, et peut-être au coucher du soleil aurez-vous atteint à la petitesse d'un de ces germes. Les jeunes garçons paraissaient incrédules. Bec de Lièvre poussait des reniflements moqueurs, et Ouhou ricanait sous cape. Edwin les fit taire, et le vieux reprit. La tique des bois suce le sang des chiens, mais le germe, grâce à sa petitesse extrême, pénètre discrètement dans le sang du corps et s'y multiplie à l'infini. Dans le corps d'un seul homme, il y avait en ce temps-là 1 milliard de germes. 1 milliard! Une carapace de crabe, s'il vous plaît. Ces germes, nous les appelions des microbes. Des microbes, parfaitement. Et quand un homme en avait 1 milliard dans le sang, on disait qu'il était infecté, qu'il était malade, si vous préférez. Ces microbes étaient de plusieurs espèces. Celles-ci étaient innombrables comme les grains de sable de ce rivage. Nous ne les connaissions pas toutes. Nous savions très peu de choses de ce monde invisible. Nous connaissions bien le Bacillus anthracis, ou encore le Micrococcus, le Bacterium thermo et le Bacterium lactis. C'est celui-ci, soit dit en passant, qui continue à faire tourner le lait de chèvre pour en faire du fromage. Tu me suis bien, bec de lièvre? Que dirais-je des schizomycètes, dont la famille n'en finit pas? J'en passe et des meilleurs. Ici, le vieillard se noya dans une longue dissertation sur les germes et leur nature. Il se servait de mots d'une telle longueur et de phrases si compliquées que les gamins se regardèrent en faisant la grimace, et que, reportant leurs yeux sur l'immense océan, ils laissèrent l'ex-professeur Smith pérorer tout à son aise. À la fin, Edwin lui tira le bras et suggéra. « Et la mort écarlate, grand-père » L'ancêtre sursauta, et de sa chaire de l'université de Berkeley, où il s'imaginait pontifier encore, devant un tout autre auditoire, il revint brusquement à la réalité de sa situation présente. « Oui, 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 Edwin, dit-il, j'avais oublié. Parfois, la mémoire du passé remonte en moi si puissamment que je me prends à oublier que je suis un très vieil homme sale, vêtu d'une peau de bique, errant avec mes petits-fils sauvages, eux-mêmes bergers dans un monde primitif et solitaire. Le travail de l'homme est éphémère et s'évanouit comme l'écume de la mer. Ainsi s'est évanouie notre grandiose et colossale civilisation. Et je suis aujourd'hui l'ancêtre. Je suis un vieillard très las. J'appartiens à la tribu actuelle des Santa Rosa. C'est dans cette tribu que je me suis marié. Mes fils et mes filles se sont mariés à leur tour, soit dans la tribu des chauffeurs, soit dans celle des Sacramentos, ou dans celle encore des Palo Alto. Toi, bec de lièvre, tu appartiens aux chauffeurs.
toi, Edwin, au Sacramentos, toi, Ou, au Palo Alto, et vous êtes tous trois mes petits-fils. Mais je voulais vous parler de la mort écarlate. Où en étais-je donc de mon récit? Tu nous parlais des germes, répondit vivement Edwin, de ces toutes petites choses que l'on ne peut voir et qui rendent les hommes malades. Oui, c'est bien là que j'en étais. Aux premiers âges du monde, lorsqu'il y avait très peu d'hommes sur la terre, il n'existait que peu de ces germes, et par suite, peu de maladies. Mais, à mesure que les hommes devenaient plus nombreux et se rassemblaient dans les grandes villes, pour y vivre tous ensemble, pressés et serrés, de nouvelles espèces de germes pénétraient dans leur corps, et des maladies inconnues apparurent, qui étaient de plus en plus terribles. C'est ainsi que, bien avant mon temps, à l'époque que l'on nomme le Moyen Âge, il y eut la peste noire qui balaya l'Europe. Puis vinrent la tuberculose, la peste bubonique. En Afrique, il y eut la maladie du sommeil. Les bactériologistes s'attaquaient à toutes ces maladies et les détruisaient. Comme vous, enfants, vous éloignez les loups de vos chèvres ou écrasez les moustiques qui s'abattent sur vous. Les bactériologistes. Comment tu dis, grand-père? Interrompit Edwin. Bactériologiste. Ta tâche, Edwin, est de garder les chèvres. Tu les surveilles tout le jour et tu connais beaucoup de choses les concernant. Un bactériologiste est celui qui surveille les germes, les étudie et, quand il le faut, se bat avec eux et les détruit, comme tu fais des loups. Mais pas plus que toi, ils ne réussissent toujours. C'est ainsi qu'il y avait un mal affreux, appelé la lèpre. Un siècle, 100 ans avant ma naissance, les bactériologistes ont découvert le germe de la lèpre. Ils le connaissaient tout à fait bien. Ils l'ont dessiné et j'ai vu ses dessins. Ils n'ont pas trouvé pourtant le moyen de le tuer. En 1894 survint la peste pantoblaste. Elle éclata dans un pays nommé le Brésil et fit périr des milliers de gens. Les bactériologistes en découvrirent le germe, réussirent à le tuer, et la peste pantoblaste n'alla pas plus loin. Ils fabriquèrent ce qu'on appelait un sérum, un liquide qu'ils introduisaient dans le corps humain et qui détruisait le germe du pantoblaste, sans tuer l'homme. En 1947, ça avait été un mal étrange qui s'attaquait aux enfants âgés de 10 mois et au-dessous, et qui les rendait incapables de mouvoir leurs mains ni leurs pieds, de manger ou de faire quoi que ce fût. Les bactériologistes furent 11 ans avant de trouver ce germe bizarre, de le pouvoir tuer et de sauver les bébés. En dépit de ces maladies et de leurs ravages, le monde continuait à croître et toujours davantage les hommes se massaient devant les grandes villes. Dès 1929, un illustre savant nommé Solderwetsky avait annoncé qu'une grande maladie, 1000 fois plus mortelle que toutes celles qui l'avaient précédée, arriverait un jour, qui tuerait les hommes par milliers et par milliards. Car la fécondité des alliances, ainsi disait-il, est sans fin. Ici, Bec de Lièvre se mit sur ses pieds et, avec une moue méprisante, déclara: Tu radotes, grand-père. Veux-tu, oui ou non, nous parler de la mort rouge? Si tu ne veux pas, il faut le dire, et nous regagnerons le campement. Le vieux, froissé de se voir ainsi interpellé, se remit à pleurer silencieusement. De grosses larmes roulèrent lentement dans les rides de ses joues. Sa mine douloureuse trahissait toute la décrépitude physique et morale de ses 87 ans. Voyons, Bec de Lièvre, rassieds-toi, dit Edwin. Grand-père parle bien, et il va justement arriver à la mort écarlate. Il va tout de suite nous la raconter. N'est-ce pas, grand-père? Un peu de patience, Bec de Lièvre. Fin du 2e chapitre.